Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi 15 décembre. Manifestations un peu partout en Europe contre la crise, mais à Athènes, le rassemblement anti-austérité tourne à l'émeute. Bientôt une journée nationale de prévention des risques pour que chacun ait bien conscience des dangers sous-estimés du climat. Le gouvernement conforté par la Cour de cassation mais pris à revers par sa majorité sur la réforme de la garde à vue. Au cœur du débat, l'indépendance du parquet. Invitée du 19 h, l'ancienne ministre de la Justice, Elisabeth Guigou. De violents incidents à Athènes aujourd'hui. Lors de nouvelles manifestations contre l'austérité, un député a été molesté par la foule. La correspondance d'Angélique Kourounis. Des dizaines de milliers de manifestants, 20 000 selon la police, au moins le double selon les journalistes présents, sont descendus aujourd'hui dans les rues d'Athènes. Plusieurs centaines de manifestants se sont même affrontés avec la police en marge de la grève générale qui paralyse la Grèce depuis ce matin. La radicalisation des manifestants est incontestable. Trop, c'est trop, pouvait-on lire sur les banderoles. FMI, Union européenne, va te faire voir, était le slogan repris par les manifestants qui s'en sont pris à un député de droite, ex-ministre des Transports, qui sortait d'un café. La police a dû l'évacuer. Ce qui met en colère les manifestants, c'est non seulement le taux de vie supplémentaire dans les mesures d'austérité adoptées cette nuit en catimini et sans débat parlementaire, mais aussi et surtout la suprématie désormais des contrats d'entreprise sur les conventions collectives qui ouvrent la voie au licenciement massif et à une réduction des salaires du secteur privé jusque-là épargné. Les hélicoptères survolent encore la ville, la police quadrouille les rues, le calme semble revenu mais la tension demeure et d'autres manifestations sont prévues dès demain. Beaucoup d'attaques contre l'Union européenne, donc, et le FMI sur les banderoles déployées aujourd'hui à Athènes. Un nouveau Conseil européen crucial se tiendra à Bruxelles demain. Angela Merkel affiche aujourd'hui sa solidarité, affirmant que l'Allemagne ne laissera tomber personne. L'euro est notre destin commun, l'Europe, notre avenir commun, a déclaré aujourd'hui la chancelière. Une chaise vide au Parlement européen, comme lors de la récente cérémonie du Nobel de la paix. Le dissident cubain Guillermo Farinas n'a pas pu venir recevoir son prix Sakharov. Le diplôme, on le voit, a été déposé sur la chaise vide. Journaliste luttant pour défendre les libertés publiques à Cuba, Guillermo Farinas a déjà mené 23 grèves de la faim. Et l'on apprend que Jean-Luc Mélenchon ainsi que les élus communistes au Parlement européen avaient décidé de quitter l'hémicycle lors de la remise de ce prix Sakharov. Une date devra être trouvée dans un calendrier déjà chargé pour la nouvelle journée de sensibilisation aux risques naturels proposée par deux sénateurs, Bruno Retailleau et Alain Anziani, qui déposent une proposition de loi plus large pour prolonger le travail de la mission sur la tempête Xynthia. Margot Aubrio. Avec 2 communes sur 3 concernées, l'inondation est le premier risque de catastrophe naturelle en France. Or, le pays n'y est pas du tout préparé. Un constat alarmant mis en lumière par la tempête Xynthia et ses conséquences tragiques. Pour Alain Anziani et Bruno Retailleau, il est urgent de développer une culture du risque, aujourd'hui quasi inexistante. Et pour sensibiliser la population, les deux élus veulent mettre en place une journée nationale de prévention. Il faut que les gens sachent à quoi correspond une alerte. Par exemple, vous avez la sirène. Bon. D'accord, vous avez une sirène. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a une sirène? Alors, c'est le rôle peut-être de la journée de mobilisation, de dire que quand la sirène sonne de telle façon, retentit de telle façon, alors il faut partir, ou bien si elle retentit de telle autre façon, il faut rester. Pointés du doigt lors de la tempête Xynthia, les digues, trop basses, inefficaces ou en mauvais état, il est difficile de les entretenir. Tout simplement parce qu'il est quelquefois impossible de retrouver leurs propriétaires. Elle devrait, pour les auteurs du texte, relever de la responsabilité des collectivités territoriales. Il y a le cas, une notion qu'on appelle la digue orpheline. La digue orpheline, vous avez une digue qui a été construite il y a des années, on ne sait plus par qui, et on ne sait plus qui est propriétaire. Donc je crois que la première gestion des digues, c'est de dire à chaque digue son responsable. Pour ces deux élus, le drame de Xynthia était évitable. Et alors que le nombre de catastrophes naturelles augmente d'année en année, il est temps pour la France de mieux s'armer, en suivant l'exemple de pays comme le Japon ou les Pays-Bas.
Report de la taxe dite Google qui ne sera pas appliquée avant l'été prochain. Il s'agit de prélever 1% sur les achats de publicité en ligne. Une idée du rapporteur du budget, Philippe Marini, mais les entrepreneurs français du net s'insurgent, estimant que cette taxe va faucher les petits Français au lieu des géants américains. Ce report, notons-le, est annoncé la veille d'un déjeuner à l'Elysée avec des opérateurs du net et des blogueurs français. La réforme des retraites des sénateurs se précise après les députés, ils doivent bénéficier d'un régime moins avantageux pour s'aligner sur les salariés. Thomas Raguet. La double cotisation au Sénat, c'est fini. Jusqu'ici, les sénateurs pouvaient cotiser 2 fois plus vite qu'un salarié lambda. Désormais, ils seront alignés sur le régime général. Les règles de fonctionnement de la gestion des caisses de retraite des parlementaires sénateurs se confondent avec les règles du jeu qui ont été établies sur la loi. En échange, les sénateurs pourront cotiser une caisse de retraite complémentaire. Un nouveau système jugé moins avantageux par Gérard Larcher. Le fait de devoir cotiser 2 années de plus, le fait d'avoir une pension de réversion inférieure. Donc vous voyez que les efforts seront demandés et en cotisation et en solidarité. Bien sûr, tout ça se mettra en place progressivement. Les mandats en cours ne seront pas affectés par ce nouveau système qui s'appliquera à tous les sénateurs à partir de 2014. Ramayad fait savoir qu'elle rejoint le Parti radical présidé par Jean-Louis Borloo. L'ancienne ministre estime qu'elle n'a pas pu se mettre d'accord avec l'UMP. Elle proposait au parti majoritaire une mission sur la cohésion sociale. Sur le départ, Éric Fotorino perd une première partie de ses prérogatives à la tête du Monde. Il cesse d'être président du directoire du quotidien. L'homme d'affaires Pierre Berger, devenu propriétaire du journal avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse, prend lui la fonction de président du conseil de surveillance. La suite du 19h tout de suite, l'actualité judiciaire, très riche ce soir, avec notre invitée Elisabeth Guigou. Bonsoir Elisabeth Guigou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le disais dans les titres, le gouvernement est conforté par la Cour de cassation, mais a été pris à revers par sa majorité à la commission des lois de l'Assemblée nationale où vous siégez sur la réforme de la garde à vue. La commission des lois de l'Assemblée nationale demande un contrôle des gardés à vue par un magistrat indépendant. Est-ce pour vous le signe que le débat avance dans votre sens ? Oui, parce que nous réclamons 2 choses. Nous réclamons que les procureurs soient désormais indépendants dans leur carrière du gouvernement, qu'ils ne puissent pas subir de pression. Pour ça, il faut qu'ils soient nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce qu'ils demandent eux-mêmes d'ailleurs. Et c'est ce que nous demandons. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que, y compris les procureurs, soient vraiment indépendants du pouvoir politique, qu'ils ne puissent pas recevoir de pression. Et la Cour de cassation, dans l'arrêt que vous citez, vient d'ailleurs de reconnaître, comme la Cour européenne, qu'aujourd'hui, les magistrats du parquet ne sont pas une autorité judiciaire indépendante. Donc mais la Cour de cassation, néanmoins, estime qu'ils peuvent tout à fait contrôler la garde à vue. Il y a le deuxième aspect, en effet, c'est que nous demandons que ce soit un juge du siège indépendant qui contrôle toutes les mesures attentatoires aux libertés. C'est le rôle du juge de la liberté de la détention, une fonction que j'ai créée dans la loi du 15 juin 2000, mais il faudrait encore améliorer les choses, car nous savons que sur les prolongations, par exemple, sur les contrôles de garde à vue et les prolongations de garde à vue, il serait souhaitable, en effet, que ce soit ce juge indépendant qui exerce le contrôle. C'est ce que vient de décider la commission des lois, et naturellement, je m'en réjouis. D'accord. Alors, le débat est vif quand même, dans la majorité, en tous les cas, Elisabeth Guigou. Écoutez ce que nous disait tout à l'heure à 18h dans l'émission Preuve par 3, l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, qui lui ne voit pas de contradiction entre un parquet dépendant du pouvoir et puis la surveillance de la garde à vue. Rachida Dati. Moi, je suis sur la position de la Cour de cassation de dire que pour la garde à vue, qui est une privation de liberté, certes, mais avec une garantie de droit, il faut renforcer sans doute les droits à garantir pour la personne placée en garde à vue. Moi, je suis favorable pour la garde à vue à ce que le procureur continue de pouvoir la contrôler et de la prolonger. Alors, ça semble quand même être la position majoritaire à l'UMP aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas la nôtre. On assiste depuis plusieurs années maintenant, presque 10 ans, à une dérive à laquelle il faut mettre fin. C'est-à-dire un empiètement constant, si vous voulez, et un élargissement des pouvoirs du parquet par rapport aux magistrats du siège. On le voit quand le procureur de Nanterre mène une enquête préliminaire pendant plus d'1 an.
hein, alors que la sagesse aurait été de désigner un juge d'instruction pour mener les enquêtes sur l'affaire Bettencourt. Donc, si vous voulez, ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que c'est pas une question technique ou une question qui regarde seulement les magistrats, c'est que les Français aient des garanties sur l'impartialité et donc l'indépendance du pouvoir politique, sur l'impartialité de leurs magistrats. Les Français ont des doutes, vous n'en avez pas, vous avez parlé tout à l'heure des pressions. Eh bien, je pense que c'est indispensable pour que les Français sachent qu'il n'y a pas une justice à deux vitesses et qu'ils seront traités de la même façon qu'ils soient puissants ou misérables. Alors, oui, il y a des doutes. Et il y a des doutes légitimes parce que nous savons que le pouvoir donne, et d'ailleurs revendique, de donner des instructions aux procureurs. Alors, quand les procureurs retiennent l'ouverture d'une information judiciaire, ça pose un problème, oui. Que pensez-vous du sort de Renaud Van Rymbeek, puisqu'une nouvelle information est ouverte sur un autre dossier de vente d'armes à l'étranger, cette fois non plus au Pakistan mais en Arabie Saoudite, et le magistrat en charge du premier dossier pourrait être écarté du second. Est-ce que vous y voyez justement une atteinte à l'indépendance de la justice? Il y a une tendance constante depuis quelques années à, comme on dit, saucissonner les enquêtes pour éviter qu'un magistrat, qui en sait déjà beaucoup, puisse faire une synthèse. Donc voilà, je trouve que c'est pas qu'un autre magistrat serait moins compétent. Moi, je ne mets pas en question l'impartialité, si vous voulez, de la présidente du tribunal qui va désigner un autre magistrat. Mais je dis, c'est bizarre quand même. C'est vraiment bizarre. Et d'autre part, on a vu, par exemple, je reviens toujours à l'affaire Bettencourt, les enquêtes préliminaires. Hein, il y en avait plusieurs de juges Courroye, justement pour bien séparer, saucissonner, séparer les choses. Donc c'est pas bon qu'il y ait un soupçon de manipulation de la justice. Voilà. Si on parle de la justice, il faut évoquer également la rivalité avec la police, Elisabeth Guigou. Oui, ça c'est très dommage. Si vous voulez, là, moi je ne comprends pas. Nous savons très bien que la sécurité c'est un problème très grave pour les Françaises et les Français. C'est un échec total. Bon, je ne comprends pas ce qui attise des oppositions, d'ailleurs souvent artificielles, entre la police et la justice. Moi, les magistrats et les policiers de Seine-Saint-Denis me disent, les uns et les autres, qu'ils travaillent très très bien ensemble au quotidien. Alors, que viennent... c'est pas ce qu'on entend quand les représentants syndicaux des policiers parlent. Hein. Oui, mais ça dépend lesquels. Ils travaillent au quotidien. Qu'on fasse tout du côté des pouvoirs publics, pour faire en sorte que police et justice travaillent ensemble. C'est la condition pour une meilleure sécurité des Français. Et ceux qui attisent des oppositions, qui peuvent exister parce qu'on n'a pas le même point de vue, ceux qui attisent ces oppositions, eh bien, d'abord compromettre en effet des progrès sur ce sujet très important pour la vie quotidienne des Françaises et des Français. Donc je trouve ça irresponsable. En tous les cas, François Fillon était intervenu pour tenter d'arbitrer ce duel entre Brice Hortefeux et Michel Mercier, le nouveau garde des Sceaux. Mais le Premier ministre avait quand même déclaré qu'il estimait que la justice pénale manquait de cohérence dans notre pays. Est-ce votre avis? Non, écoutez, non, franchement, je ne peux pas dire ça. Moi, j'ai senti le Premier ministre quand il m'a répondu hier à l'Assemblée. Oui. Je me posais une question. Vous l'avez interpellé, oui. Je l'ai senti embarrassé, vous comprenez. Il a un ministre de l'Intérieur qui piétine un principe fondamental de notre droit, qui est celui de la séparation des pouvoirs et qui dit qu'on ne peut pas critiquer une décision de justice sous peine d'avoir des peines de prison et une forte amende. Donc, d'ailleurs, et surtout de le faire à propos d'une affaire qui est quand même absolument choquante. Il s'agit de 7 policiers qui ont fabriqué des faux témoignages, c'est gravissime, hein, qui auraient pu conduire un innocent à être condamné à la perpétuité. Donc, d'ailleurs, le commissaire du commissariat d'Aulnay-sous-Bois qui a fait sortir cette affaire, et c'est tout à son honneur, et la très grande majorité des policiers disent c'est inadmissible. D'accord. Et donc, selon vous, voilà. Brice Hortefeux est disqualifié puisqu'il n'a pas respecté la séparation des pouvoirs que vous venez de rappeler? J'ai dit ce que j'en pensais, j'ai dit que ça ne devrait pas exister. Je pense qu'il faut que ça cesse. Hein, et que le Premier ministre a quand même été, il a rappelé à l'ordre, M. Hortefeux. Oui, bon. D'accord. Il l'a quand même tensé moins fortement quand vous l'avez posé la question que la veille devant les préfets. Hein. Alors, en tous les cas, le travail des policiers est-il vraiment toujours suivi de jugements et de peines appliquées? Ça n'est pas le cas, vous le savez bien, Elisabeth Guigou. D'abord, je vais vous dire ce qui se passe. Se plaignent, en Seine-Saint-Denis, oui. il nous manque 400 policiers. Il y a 10 000 postes de policiers qui ont été supprimés. Non seulement il nous manque des policiers, mais on nous envoie des jeunes policiers. Alors c'est très bien parce qu'ils sont très motivés, mais en
même temps, ils n'ont pas d'expérience. Ils ne sont pas suffisamment encadrés dans un département où vous voyez bien, avec le braquage là, de Aulnay-sous-Bois. Enfin, c'est un attentat de grand banditisme. Il faudrait... Mais bon, en plus, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que on a une telle pénurie de moyens pour la justice que souvent il y a des décisions de justice qui ne sont pas exécutées. C'est ça le problème. Et donc, tant qu'on ne regardera pas ces problèmes calmement en face, en évitant les effets d'annonce, en ne gérant cette politique de sécurité que de façon médiatique, uniquement ça. On a l'impression que c'est pas de la politique de sécurité qu'on fait, on fait des annonces médiatiques. Et pourquoi donc ? Eh bien, pour faire de la gesticulation, voilà. Car les résultats ne sont pas là, c'est très problématique. Jamais les violences sur les personnes n'ont été aussi importantes. Et en plus, on diminue les moyens. Alors, très franchement, moi j'ai l'impression que M. Hortefeux, quand il fait ses déclarations, c'est pour masquer le ras-le-bol et la grogne des policiers face à la politique du chiffre et à la réduction des effectifs. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Très bien, dites ce que vous pensez, comme vous le pensez, Elisabeth Guicou. On va parler justement du renforcement de la loi LOPSI sur la sécurité intérieure. Au Sénat, le ton, semble-t-il, est différent par rapport à l'Assemblée nationale. Plus de mesures affichées sur le renforcement des lois sécuritaires, mais la double peine judiciaire, qui est une idée de la droite populaire, quelques députés de l'UMP, trouvent des soutiens au Sénat. Claire de Buisère. L'amendement sur la double peine prévoit qu'à chaque procès d'assises où l'accusé est un étranger, les jurés populaires devront décider si, en plus de la peine de prison, ils prononcent une peine complémentaire d'interdiction du territoire. Jusqu'à présent, le juge pouvait décider une interdiction de territoire en guise de peine complémentaire, mais rien ne l'obligeait à se prononcer là-dessus. En 2003, Nicolas Sarkozy avait aménagé le dispositif de la double peine pour limiter son application, mais cette double sanction pour les étrangers condamnés n'a jamais totalement disparu du code pénal. Les sénateurs de la majorité n'y sont pas hostiles, mais restent prudents. La disposition qui remet en place de manière très limitée des hypothèses de double peine dans le seul cas des crimes sur initiative des jurés populaires n'est pas une disposition qui personnellement me paraît choquante. Cet amendement sera discuté au Sénat en janvier dans le cadre du vote de la loi de sécurité intérieure, LOPSI 2. Alors, en y regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que ça ne serait pas tout à fait nouveau. La possibilité existe de cette double peine judiciaire. Enfin, les laisser à l'appréciation du juge, c'est déjà une garantie. Si vous voulez. Pourquoi ? Je crois qu'il ne faut pas mélanger le droit applicable aux étrangers qui ont des devoirs, puisqu'ils sont sur notre sol, et le code pénal. Quand un étranger commet une délinquance ou un crime, eh bien, il est sanctionné. Si un étranger commet un meurtre, peut être condamné à la perpétuité. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des peines pénales. Pourquoi ajouter autre chose? Et pourquoi agiter sur tout ça à nouveau? Parce que on veut mélanger insécurité et immigration, qu'on veut détourner l'attention de l'insécurité qui en effet augmente pour désigner des boucs émissaires. Et je pense que ça c'est très grave dans notre pays parce que ça aggrave les tensions. Voilà. On va parler du Parti socialiste, si vous voulez bien, maintenant. Revoilà donc Ségolène Royal au premier plan, évidemment engagée dans les primaires. Elle relance l'idée, on l'a vu, peu en vogue au Parti socialiste, vous pourrez nous le confirmer dans un instant, d'une interdiction des licenciements boursiers quand on licencie dans les entreprises qui font des profits. Elle s'indigne donc. Les primaires poussent-elles les candidats à mettre la barre à gauche toute? Élément de réponse avec Aurélien Romano. C'est une visite aux anciens salariés de l'usine Lu qui a donné l'occasion à Ségolène Royal de porter une charge contre les licenciements boursiers dans une rhétorique presque empruntée à l'extrême gauche. La proposition que je fais, vous me posez la question, c'est que la décision de la Cour d'appel qui sanctionne le licenciement boursier soit inscrite dans la loi et que maintenant il puisse y avoir un contrôle sur les entreprises du CAC 40 qui font beaucoup de profits et qui se permettent malgré ces profits de licencier. La proposition est forte, bien à gauche, mais elle n'est pourtant pas nouvelle. Ségolène Royal défendait cette position déjà en 2007 avec le Parti socialiste pendant les élections présidentielles. Donc il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil. La présidente de la région Poitou-Charentes semble vouloir déplacer le curseur vers la gauche dans la bataille des primaires où elle s'est engagée. Des primaires ouvertes à tous les sympathisants de gauche et pas aux seuls adhérents socialistes. Pourtant, ce positionnement ne serait pas forcément gagnant. La primaire, elle ne se prendra ni par la gauche ni par la droite, elle se prendra au centre du peuple de gauche. Lors de ses sorties sur le terrain, Ségolène Royal travaille en tout cas à un positionnement et à des idées qui la démarqueraient fortement de Dominique Strauss-Kahn.
Alors, Mathieu Croissando du Nouvel Observateur nous a rejoint. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Les candidats ont un souci commun, peut-être se différencier du favori, Dominique Strauss-Kahn. Oui, et la campagne des primaires a commencé et Ségolène Royal fait donc campagne. Alors on sait bien que Dominique Strauss-Kahn occupe au Parti Socialiste une position plutôt centrale et qu'on a qualifiée parfois de droitière. L'espace de la droite du PS est donc largement occupé, d'autant plus qu'il y a un autre candidat qui occupe cet espace-là, qui est François Hollande, qui est un candidat qui peut éventuellement remplacer Dominique Strauss-Kahn si Dominique Strauss-Kahn ne revient pas, et qu'il y en a même encore un, qui est Emmanuel Valls, qui peut remplacer en remplaçant, qui remplacerait. Bref, tout cet espace-là est saturé, et donc pour se faire entendre aujourd'hui au Parti Socialiste, il faut donc parler plus à gauche. C'est ce que fait l'aile gauche du Parti Socialiste, celle de Benoît Hamon, on l'a vu assez récemment le week-end dernier, et son projet sur l'égalité réelle. C'est ce que fait Ségolène Royal aujourd'hui avec ce discours. Alors Olivier Ferrand a raison de le rappeler dans votre sujet, c'est pas une proposition entièrement nouvelle, et il ne s'agit pas d'interdire les licenciements boursiers, mais bien de conditionner les aides que les collectivités locales ou que l'État peut apporter aux entreprises en échange du maintien de l'emploi ou de la non-délocalisation de leur activité. Donc c'est un petit peu différent. Ce qui est paradoxal et ce qui est amusant, c'est que Ségolène Royal aujourd'hui essaye de prendre en tout cas le parti et la candidature par la gauche, alors qu'en 2006, elle avait fait exactement le contraire, parce qu'elle le prenait par la droite. Souvenez-vous, c'était à l'époque où elle était très transgressive, elle parlait d'autorité, de nation, d'État, d'individus. Alors, elle le fait donc par ce calcul-là, et puis parce que la crise est passée par là. Et ça a aussi changé les lunettes des socialistes, depuis en tout cas ceux qui sont en France, ceux qui sont toujours là. Dominique Strauss-Kahn lui pense à la crise mondiale. Les Français, les socialistes qui sont restés en France, ils voient bien ce que ça a changé dans l'opinion publique. Les gens ont l'impression que, justement, on a donné de l'argent aux banques, on a aidé des entreprises, que rien n'a été fait en revanche pour contrôler les dérives, et Ségolène Royal, qui est assez intuitive et qui a bien senti ce coup-là, s'engouffre évidemment dans cette brèche. Alors, Elisabeth Guigou, est-ce que ça vous inquiète, cette situation? Parce qu'on écoute Mathieu Croissando, on s'aperçoit qu'il y a une compétition droite, centre, gauche au sein même du Parti Socialiste pour la primaire. Oui, mais je vais vous dire, c'est pas là-dessus que se fera le choix. C'est pas sur ces positionnements tactiques. Le choix des primaires, pour les militants et sympathisants, en tout cas moi je le sens comme ça, il se fera par rapport à la personne qui est jugée la plus crédible pour défendre un projet qui soit vraiment socialiste. Vraiment socialiste. Vraiment socialiste. Donc, on ne va pas se poser la question de savoir s'il est plus ou moins à gauche, à droite, vraiment socialiste. Et d'autre part, qu'il soit capable de nous faire gagner. Alors, il faudra évidemment qu'on soit en franche rupture avec Nicolas Sarkozy, avec ce qui s'est fait depuis 10 ans presque maintenant. Et en même temps qu'on offre des solutions crédibles. Donc, c'est pas sur des positionnements tactiques, anecdotiques, si vous voulez. Et en quoi Dominique Strauss-Kahn sera en franche rupture avec Nicolas Sarkozy, puisqu'on lui reproche, on le soupçonne de ne pas incarner la rupture, justement, au sein même du PS. Votre avis? Vous verrez. Votre avis à vous? Vous verrez s'il est candidat. Oui. Moi, mais d'ores et déjà, on peut se prononcer. Non, mais écoutez, moi, j'ai été dans un gouvernement dans lequel il y avait Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, et je me souviens très bien que nous avons, et nous restons solidaires sur ce que nous avons fait, les 35 heures, les emplois jeunes, et que nous avons créé des emplois grâce à ça. Et par conséquent, c'est pas sur la question plus ou moins à gauche, etc. C'est encore une fois, est-ce que nous pouvons représenter une alternative à cette politique nuisible pour la France et les Français depuis maintenant 10 ans, qui nous a fait perdre des points. On est un des derniers de la classe européenne sur tous les sujets, alors qu'on était au premier rang, il faut le dire, quand nous étions là. Donc, vous pensez que, par exemple, ça a un impact sur la parole de la France en Europe par rapport à l'Allemagne? Mais évidemment. Alors, il n'y a pas que les questions de style, elles jouent beaucoup. Mais il y a des questions de fond. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un pur scandale, vous comprenez, que les banques, on ait aidé à ce point les banques et qu'on ne se doit pas donner les moyens de contrôler davantage ce qu'elles font. Parce que beaucoup d'entre elles refont ce qu'elles faisaient avant. Elles recommencent comme avant, avec des menaces évidemment très fortes. C'est un pur scandale que rien n'est vraiment avancé sur le contrôle du système financier. On a ça c'est pas la faute de la France. Non, mais c'est pas la faute de la France, mais... Est-ce qu'on a joué un rôle vraiment moteur en dehors de quelques effets d'annonce au moment des G20? C'est l'impression que donne le chef de l'État, qui intervient beaucoup sur ces sujets. Écoutez, moi je me souviens que Nicolas Sarkozy a proclamé, il y a maintenant presque un an, que les paradis fiscaux c'était fini, mais c'est pas vrai. Donc les Français et les Français, ils sentent ça. Alors il faut être implacable sur la lutte contre ces dérives du capitalisme financier. Deuxièmement,
Nous avons des propositions pour ça. Une taxe sur les transactions financières, 0,05%, 200 milliards, pour relancer la croissance en Europe. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte, y compris, comment voulez-vous qu'on réduise les déficits et la dette si on ne retrouve pas la croissance? De tout ça, il n'est jamais question dans les programmes de la droite. Précisément, est-ce que toutes ces propositions engagent le candidat socialiste, quel qu'il soit, après la primaire, et est-ce que ces propositions engagent Dominique Strauss-Kahn, qui pour le coup n'aura pas donné son avis au moment où elles se sont élaborées? Écoutez, d'abord il y a des contacts, donc si Dominique Strauss-Kahn choisit de revenir, je veux dire, il n'est pas sur la planète Mars non plus. Ensuite, vous avez une intuition? Donc, non, j'en sais rien, très franchement. Donc il respectera le texte sur l'égalité réelle qui a été voté le week-end dernier, plus les autres textes qui ont été votés? D'abord, ce texte sur l'égalité réelle, c'est pas le projet du PS, c'est un catalogue très intéressant, pour ça que je l'ai voté, de mesures qu'il serait souhaitable d'arriver à faire. Mais on n'a jamais dit qu'on ferait tout en même temps. Au contraire, on a dit qu'il fallait hiérarchiser, prioriser, dire ce que nous ferons dans les 3 mois, dans les 5 ans, dans les 10 ans. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir un dispositif, une boîte à outils, si vous voulez, de mesures que nous aimerions pouvoir appliquer. Après, il va falloir trier, ça c'est sûr. À la veille du Conseil européen crucial, je le disais, sur la zone euro, sur l'avenir de la monnaie commune, est-ce que vous dites qu'on pourra un jour voir la sortie de cette crise? Parce que là, on ne la voit pas. Écoutez, j'espère, je vais vous dire. On ne la voit pas. Moi, je suis vraiment très préoccupée. Et quand je vois que nous avons accordé, encore une fois, des aides à l'Irlande, qui, grâce aux aides européennes, était devenu le pays le plus riche, enfin, par tête de l'Union européenne, sans avoir la moindre condition sur l'harmonisation fiscale, parce que l'Irlande pratique un honteux dumping fiscal pour attirer chez elle les sièges sociaux des entreprises, je me dis que l'Europe marche sur la tête. Et moi, c'est pas l'Europe que j'aime, car j'aime l'Europe, mais pas celle-là. Ils s'inquiètent de l'harmonisation sociale en Europe. Vous avez vu à quel point la manifestation à Athènes a dégénéré aujourd'hui. Ça vous inquiète parce que c'est l'Europe qui est fustigée pour les mesures d'austérité, de rigueur. Bien sûr, mais ce n'est pas indépendant. Quand je vous dis qu'il faut une taxe sur les transactions financières et 200 milliards d'euros pour relancer la croissance, c'est pour éviter que les mesures d'austérité, mais c'est vrai en Grèce, mais c'est vrai en Irlande, ne portent que sur les salariés, que sur les retraités, que sur ceux qui sont les plus fragiles. Donc il y a cette espèce d'écart scandaleux, si vous voulez, entre les efforts qu'on demande à ceux qui sont les plus modestes et puis ceux qui sont les plus nantis, et puis voilà, échappe à tout ça. Ça ne va pas pouvoir durer, c'est sûr. Elisabeth Guigou, vous avez évoqué tout à l'heure les grandes figures du Parti socialiste que vous avez côtoyées au gouvernement. Il y avait Jean-Luc Mélenchon parmi elles à l'époque. Oui, il y avait Jean-Luc Mélenchon qui a été un très bon ministre. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de son attitude au Parlement européen? Il a quitté l'hémicycle lorsque le prix Sakharov a été remis au dissident cubain, le journaliste qui défend la liberté écoutez, je liberté publique. Là, franchement, ça me dépasse, ça. Oui, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour le ramener à votre raison, à la raison? Voilà, on récompense, le Parlement européen récompense quelqu'un qui se bat pour les libertés. Je ne comprends pas qu'on désapprouve ça. Enfin, c'est vraiment, je me demande ce qui passait par... Non, mais c'est délibéré. Donc voilà, je déplore, je suis navrée, je suis consternée de voir Jean-Luc Mélenchon, pour lequel par ailleurs j'ai de l'amitié, parce que c'est quelqu'un qui a du talent, parce que c'est quelqu'un qui a... Encore une fois, il a été un bon ministre, il a des convictions. Bon, ce ne sont pas les miennes. Mais il a des convictions. D'accord, mais un démocrate peut-il quitter l'hémicycle de Strasbourg? Non, mais un démocrate peut-il quitter l'hémicycle?